14h05. Vous savez que la situation épidémiologique s'améliore partout à travers le Québec. Le dernier bilan, là, on fait état, attendez que je reprenne les données, 1368 nouveaux cas. Qu'en est-il à Montréal exactement? Et bien sûr, nous sommes en attente de ce point de presse du premier ministre qui sera tenu exceptionnellement aujourd'hui à 15 heures. Est-ce qu'on ira de l'avant avec une annonce en lien avec le couvre-feu? Il est peut-être trop tôt pour le dire. Et qu'en est-il à Montréal plus précisément? La docteure Mylène Drouin est avec nous. Elle est directrice de la santé publique de Montréal. Bonjour, docteur Drouin. Bonjour. Bon, alors je le disais d'emblée, la situation s'améliore partout à travers le Québec. Qu'en est-il à Montréal? Et Montréal est dans la même situation. Évidemment, on ne part pas du même point de départ que bien d'autres régions. Mais je dirais, depuis le début janvier, on voit vraiment l'effet de la réduction des contacts sociaux. Les mesures qu'on avait mises pendant le temps des fêtes, mais probablement que le respect est beaucoup plus grand depuis le 1er janvier. Donc, on voit une baisse de plusieurs de nos indicateurs, que ce soit au niveau des nouveaux cas, des taux de positivité. Le taux de reproduction est passé sous la barre du 1 depuis 3 semaines. Donc, c'est très encourageant. Quelles sont vos attentes à l'endroit du 8 février, docteur Drouin? Bien, c'est sûr que là, il faut regarder évidemment là, les prochaines semaines devant nous, mais on est quand même à des taux élevés, beaucoup plus élevés que même ce qu'on avait là début décembre, fin novembre, début décembre. Donc, clairement, je veux remercier la population montréalaise parce que clairement, on arrive à des résultats, puis les efforts nous portent fruit. Mais évidemment, je pense que clairement, on ne se sera probablement pas sorti de la zone rouge d'ici le 8 février. Mais je pense qu'on est dans la bonne direction. Donc, peu probable d'envisager une réouverture des commerces le 9 février, par exemple? Cette décision-là n'est pas prise encore. Je pense que clairement, il faut regarder, oui, les activités qui nous permettent de maintenir notre taux de reproduction en bas de 1, mais en même temps, bien, il va falloir qu'on regarde quelles sont les activités ou les secteurs à moindre risque qui permettraient, dans le fond, de retrouver un semblant de vie normale, mais sans nous mettre à risque, puis éviter évidemment la reprise, là. Et évidemment, on vaccine en même temps, donc plus on réussit à retarder une hausse, plus on se permet là, de se donner du temps pour protéger les plus vulnérables et notre réseau de la santé. Mais puisque vous parlez des vaccins, docteur Drouin, là, je rebondis sur votre réponse parce que le général-major, M. Fortin, qui a dit un petit peu plus tôt que finalement, l'approvisionnement des doses au Canada, évidemment, on le savait que ça allait nous toucher cette semaine, mais aussi au cours des 2 prochaines semaines. Êtes-vous inquiète de ça? Bien, c'est certainement pas une excellente nouvelle. Là. Nous, on s'était préparés pour vacciner avec beaucoup plus rapidement. Par contre, dès la semaine prochaine, on nous a confirmé que Montréal allait quand même avoir suffisamment de doses pour continuer, voire même terminer certains groupes de travailleurs de la santé plus prioritaires. Et on va même commencer là, à vacciner dans certaines résidences de personnes âgées. Donc, il faut rapidement retourner et prendre nos doses et les dédier vraiment auprès des groupes pour lesquels on va avoir les plus grands gains, soit les personnes âgées, entre autres, et évidemment protéger notre réseau de la santé. Pour ce qui est des quartiers chauds, est-ce que ce sont surtout les quartiers chauds problématiques? Je dis problématiques parce que, évidemment, c'est en lien avec la situation épidémiologique, mais qui viennent un peu fausser la donne pour les autres quartiers de Montréal. Et quel est votre plan de match là, pour faire baisser le nombre de nouveaux cas dans ces quartiers problématiques? Bien, on a des quartiers chauds, mais je vous dirais là que ça s'améliore presque partout. Tout le monde voit leur taux de positivité à la baisse. Donc, mais par contre, presque tous les quartiers sont au rouge. Donc, c'est sûr qu'il y en a que c'est pire que d'autres. Et je pense que la stratégie demeure à l'échelle montréalaise, puis le message demeure quand vous avez des symptômes, allez vous faire dépister rapidement parce qu'on a un délai encore de près de 3 jours entre le début des symptômes et le dépistage, et c'est là qu'on perd des gains dans notre traçage d'efficacité. Et les démarches qu'on fait, évidemment, c'est de promouvoir le dépistage, s'assurer là, d'aller vers la population pour les amener vers les centres de dépistage. Mais les efforts demeurent les mêmes, c'est juste qu'on les intensifie davantage dans certains secteurs. Pour ce qui est des tests rapides, docteur Drouin, est-ce qu'ils sont déployés ou pas? Parce que le premier ministre semblait dire cette semaine que oui, ils seraient déployés. Puis je vous lisais ce matin dans Le Devoir,
Vous n'aviez pas le même message, là. Est-ce qu'il y a un peu de confusion en ce moment concernant les tests rapides? Bien, il faut comprendre que le meilleur test demeure le test qu'on fait actuellement, le PCR, avec le grand écouvillon. Les tests rapides, nous, on les utilise comme capacité d'appoint. Donc, admettons qu'on n'a plus de capacité dans nos laboratoires, les tests rapides viennent nous permettre là, de rehausser notre capacité de dépistage et aussi dans des contextes spécifiques de certains types d'éclosions où on veut identifier rapidement les cas positifs et les retirer des milieux. Actuellement, on a quand même quelques territoires là, qui ont déjà commencé à implanter les tests rapides avec des centaines de dépistages par jour. Et on a aussi un projet là, pour la clientèle, l'éclosion en itinérance là, qui va se déployer. Donc, c'est quand même en cours. C'est pas la prédominance, puis ce sont des tests qu'il faut vraiment utiliser dans des contextes particuliers parce que leur fiabilité n'est pas la même. On a plus de faux négatifs. Donc, on doit vraiment les utiliser dans des contextes où ils vont bien performer. Mais pour le moment, Montréal n'a pas d'enjeu de capacité au niveau de ses laboratoires. Donc, d'utiliser le gold standard, le meilleur test, il y a encore de la capacité. En même temps, d'utiliser des tests rapides, ça le dit, la réponse est plus rapide, donc ça favorise le dépistage, non? Je pense notamment au milieu de travail, les résidences pour personnes âgées, au CHSLD ou les écoles aussi. Parce que je me pose la question, Dr. Drouin, si c'est bon pour Ottawa, pourquoi ce serait pas bon pour le Québec? Ah, mais on les utilise. Mais comme je dis, on les utilise dans certains contextes. Et actuellement, nos tests, on a quand même les résultats dans encore de 24 heures. Là, on est capable de donner les résultats aux gens. Donc, c'est quand même assez rapide là, pour nous permettre de bien intervenir. De toute manière, toute personne qui se fait tester doit, et surtout symptomatique, doit s'isoler en attendant son résultat. Mais dans certains contextes, oui, effectivement, c'est intéressant de l'avoir là, dans l'heure qui suit, surtout dans des contextes d'éclosion, et c'est là qu'on va les utiliser. Quelles sont les directives d'isolement, Dr. Drouin? Parce qu'au début de la semaine, ou c'est peut-être la semaine passée, là, les jours se ressemblent beaucoup ces temps-ci, la direction de la santé publique, la Montérégie, disait que vous présentez des symptômes, vous vous faites tester, c'est toute la famille qui doit s'isoler en attendant un résultat de test. Par exemple, si mon enfant, il y a un cas dans sa classe, il doit s'isoler et c'est toute la famille également qui doit s'isoler. Qu'en est-il pour Montréal? Montréal avait déjà émis cette recommandation-là dès la réouverture des classes là, début janvier. Et l'important, là, ce sont les gens symptomatiques qui vont se faire tester. Donc, le ménage s'isole pendant la journée où on attend le résultat. Pourquoi? Parce qu'on a des taux de positivité très élevés, mais deux, on le sait qu'il y a un taux d'attaque très important à l'intérieur du domicile. Donc, on a jusqu'à 40% de nos cas sources qui l'ont eu à l'intérieur d'un contact domiciliaire. Si par contre, vous êtes un contact d'un cas, puis là, on vous dit allez vous faire tester, bien, la famille ne va pas s'isoler parce que le contact n'est pas symptomatique. Donc, c'est important, c'est quand la personne est symptomatique, le taux de positivité sont très élevés chez ces gens-là. Chez ces gens-là, désolé. Oui. Donc, on s'attend évidemment à ce que si c'est positif, il y ait eu un potentiel de contaminer la famille. Surtout que les gens attendent longtemps avant d'aller se faire tester quand ils ont des symptômes. Docteur Drouin, les voyageurs et les nouveaux variants, êtes-vous impatiente, tout comme le premier ministre François Legault, d'une décision qui n'est toujours pas prise là, de la part du fédéral et du premier ministre Justin Trudeau? Bien, je pense qu'on a évidemment à bien contrôler l'entrée de ces variants-là. Puis plus on va avoir des mesures sévères et un bon contrôle de la quarantaine et tout ça, si la quarantaine est bien appliquée, le variant qui rentre est quand même limité à la personne ou au ménage qui vient d'arriver au pays. Moi, je suis surtout rassurée là, de voir là, le système de surveillance que le Québec est en train de mettre en place. On rehausse la proportion des échantillons qu'on va séquencer pour identifier les variants. Et évidemment, l'idée, c'est de retarder le plus possible l'arrivée de la variante au Québec pour être capable de vacciner le plus de monde, évidemment, et de protéger nos plus vulnérables avant qu'il puisse y avoir une flambée associée à ces variantes. Comprenez-vous le premier ministre Justin Trudeau qui tarde à annoncer de nouvelles mesures?
Bien évidemment, on l'attend le plus vite, le mieux. Là, je pense qu'il faut s'assurer que la quarantaine est bien respectée, évidemment, et peut-être de contrôler même certaines entrées là, au pays. Bon, en terminant, Dr Drouin, je veux vous parler de la communauté juive assidique. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il semble qu'il y a eu de la confusion. Là. Au départ, on disait on a le droit de se réunir à 10 dans un local, en autant que le local ait une porte qui mène vers l'extérieur. Par exemple, s'il y a 10 locales à l'intérieur d'une même adresse, on a le droit d'être 100. Et puis finalement, on est revenu en disant non, non, c'est pas ça, c'est 10 personnes par adresse. Qu'est-ce qui s'est passé, Dr Drouin? Bien, premièrement, la bonne consigne, évidemment, c'est 10 personnes sur un seul lieu culte, peu importe si tu as 2 ou 3 portes qui donnent sur l'extérieur. Ouais. La confusion est venue, évidemment, d'une directive sur lesquelles qui existait au mois de novembre lorsqu'on avait eu la même discussion où on a réduit le nombre de personnes par lieu culte à 25. Et à ce moment-là, cette directive-là disait 25, mais s'il y a des salles qui ne communiquent pas par l'intérieur et qui ont un accès intérieur, ça peut être 25 par salle. Donc, lorsque la directive de 10 est arrivée en janvier, dans le fond, elle ne précisait pas la deuxième partie qui disait 10 dans l'ensemble du lieu culte. Donc, il y a eu une confusion. On a appliqué le même principe que ce qui était présent en novembre. Mais finalement, on a eu évidemment la confirmation du ministère que c'était 10 pour l'ensemble du lieu culte. Et c'était tout simplement une exception qu'on faisait parce que normalement, on aurait fermé complètement ces lieux-là. C'était la directive qui avait été donnée là, par le gouvernement. Vous êtes-vous senti contrarié un peu, Dr Drouin? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Là, ça va très vite. Les questions fusent de partout. Souvent, on revient sur des directives, puis les directives évoluent, la science évolue. Évidemment, c'est beaucoup de détails à l'intérieur de, si vous saviez le nombre de directives qu'on reçoit ou qu'on émet par jour et le nombre de questions auxquelles on répond. C'est normal, là, et je suis pas du tout offusquée de cela, non. Docteur Mylène Drouin qui est avec nous, directrice de la santé publique de Montréal. Merci beaucoup, Docteur Drouin. Merci à vous. Merci, au revoir.